C'est sans doute l'une des régions les plus méconnues d'Europe, la Skipéria, plus souvent appelée Albanie. Un pays isolé du monde pendant des décennies et où les préjugés sont largement mis à mal par la réalité. L'Albanie est pauvre, mais aussi très riche. Les massifs montagneux y sont abondants, les paysages diversifiés. Ses chaleureux habitants cultivent un style de vie méditerranéen. Visiter l'Albanie, c'est être prêt à se laisser surprendre. L'Albanie est grande comme la Belgique et compte 3 millions d'habitants. Plus d'un tiers vivent dans l'agglomération de Tirana, la capitale. La deuxième partie de notre voyage nous mène vers le sud et l'est du pays. À la frontière entre l'Albanie et la Macédoine se trouve un des lacs les plus vieux du monde, le lac d'Ohrid. Sa superficie est de 350 km². Ce lac, d'origine tectonique, existe depuis au moins 1 million d'années. À titre de comparaison, le lac Léman n'a que 15 000 ans. Les abords du lac sont peu peuplés. La vie y est difficile. Avec la fin du communisme, les habitants du lac ont pu goûter à la liberté sans toutefois connaître la prospérité. Et cela n'a pas changé depuis. Au cours des dernières années, beaucoup sont partis vivre ailleurs. Les vacances d'été ont commencé. Qui sait, parmi ces écoliers, certains partiront peut-être bientôt vivre à Tirana avec leurs parents. Ou bien ils tenteront leur chance en Europe de l'Ouest, comme tant d'autres habitants du lac d'Ohrid. Les lacs très anciens comme le lac d'Ohrid sont la mémoire à long terme de la nature. Ils abritent des reliques de faune et de flore d'eau douce remontant au Tertiaire, tout comme de nombreuses espèces endémiques. Parmi elles, la truite d'Ohrid, une espèce que la surpêche a menée au bord de l'extinction. Depuis 2 ans, l'Albanie a interdit la pêche dans le lac d'Ohrid. Mais Flamour Zelko et Astrid Tosca ne se sentent nullement concernés. Cela fait des décennies que les deux amis pêchent la truite ici. Les bons jours, chacun arrive à en tirer un revenu d'une quinzaine d'euros. Je suis né et j'ai grandi ici. C'est une chance. Nous sommes intimement liés au lac. On ne peut pas vivre sans lui. Le lac d'Ohrid est un miracle. Il est beau, le paysage autour magnifique, et les vacanciers l'apprécient. On y trouve toutes sortes de poissons. La truite, que nous appelons ici le roi des poissons, et puis le saumon, l'anguille et d'autres encore. Plus de 30 ou 40 espèces. Dès 1979, l'UNESCO a classé le lac d'Ohrid au patrimoine mondial, car il abrite plus de 200 espèces. Alors qu'elle a survécu à la dernière glaciation, la truite d'Ohrid risque aujourd'hui de disparaître. Elle est vendue partout autour du lac.
Avec ses points rouges, elle est facilement identifiable. En été, pendant les vacances scolaires, Frénis Tcherbachi gagne un peu d'argent avec les truites. Il les vend environ 1 € pièce. Mais aujourd'hui, il n'en a écoulé que 3. Pas de quoi aider vraiment la famille. La fête foraine s'est installée à Pogradec, la plus grande des villes autour du lac. Le lendemain, nous quittons le lac d'Ohrid. Direction Korçë, la grande ville du sud-est du pays. Il y a quelques années, des ingénieurs des mines ont creusé sans le vouloir jusqu'à une source qui ne s'est jamais tarie depuis. Ledian Toka est laveur de voitures. Il lave 4 à 5 véhicules par jour. Un nettoyage simple coûte 200 lek, soit 1,40 €. Ledian gagne environ 7 € par jour. La moitié est pour lui, le reste, il le donne à ses 7 frères et sœurs. Je suis ici toute la journée. On attend des heures entières, on n'est jamais sûr de rien. Parfois une voiture arrive, parfois rien. C'est frustrant, démoralisant. En général, du lundi au vendredi, c'est difficile de trouver du travail. Le samedi et le dimanche, ça marche un peu mieux. Des montagnes longeant le lac d'Ohrid, nous descendons vers le sud, vers la vallée de Korçë. Ici, mieux vaut ne pas être pressé. Que l'on voyage à dos d'âne ou en voiture, cela ne change pas grand-chose, tant les routes des cols sont étroites. Dans les petites villes et villages de la région, il ne reste souvent que les anciens. Les autres sont partis tenter leur chance en ville, ce qui n'a rien d'étonnant quand on sait que le taux de chômage des jeunes avoisine les 30%. Manuela Kreska n'a pas ce problème. La jeune femme n'a pas un, mais 2 emplois. Professeure de mathématiques la journée, elle travaille dans le café de ses parents dès la fin des cours. Le bunker familial sert de lieu de stockage pour l'eau de vie faite maison. En Albanie, pas moyen de les éviter. Aucun autre pays au monde ne compte autant de bunkers. Presque 200 000 en tout. Ils sont partout, dans les arrière-cours, dans les champs, au milieu des villes, autant de vestiges de la dictature communiste. Manuela entretient une relation particulière avec le bunker familial. La présence de ce bunker m'évoque le passé, mon enfance. Il me rappelle les moments heureux avec mes amis et ma famille. Quand je suis près de lui, je me sens plus libre. Comme beaucoup d'autres, Manuela rêve de partir, pour le Canada ou le Luxembourg, car des amis lui ont raconté que ces pays sont magnifiques. Et si ça ne marche pas, elle reprendra le café de ses parents, ainsi que la production de raki avec les prunes du verger familial.
Avec ses 50 000 habitants, Korçë est le centre économique du sud-est albanais. Le bazar de Korçë. La ville accueille depuis plusieurs centaines d'années un grand marché. Autrefois, de nombreuses caravanes y faisaient étape. Certains étals du marché font remonter le temps aux touristes occidentaux. Quant à l'atelier du forgeron Petrit Kovácsi, il semble tout droit sorti du XIXe siècle. Dans la famille de Petrit, on est forgeron depuis 5 générations. Lui-même a appris le métier de son grand-père. Petrit a 2 fils. L'un fait des études et l'autre tient un stand de légumes. Aucun des deux ne veut perpétuer la tradition familiale. J'ai 61 ans et à l'âge de 12 ans, je suis venu travailler ici aux côtés de mon grand-père. Mon père était professeur. Il enseignait la mécanique à l'école professionnelle. Mon grand-père travaillait dans la boutique. Et moi, ça me plaisait, je l'aidais. Cette profession, je l'exerce par passion. Je l'ai toujours aimée. Ce métier se transmet de génération en génération. Je ne peux pas vous dire depuis combien de temps. Ma famille a toujours vécu de ce travail. Pour moi, c'est comme de l'architecture. Aujourd'hui, il n'y a plus de perspective pour cette profession. Mais moi, je continuerai jusqu'à la fin de mes jours. Le voyage se poursuit vers le sud. Ici, il n'est pas rare de croiser des carrioles tirées par des chevaux. Baressa et Islam Kreka collectent ce dont les autres ne veulent plus. Le ramassage des ordures n'est pas toujours bien organisé dans la campagne albanaise. Au fond de gorges profondes, la Vjosa se fraye un chemin jusqu'à la Méditerranée. C'est un des rares fleuves des Balkans qui n'a jamais été aménagé. Mais le gouvernement albanais a récemment prévu de construire un grand barrage en aval du fleuve. Le professeur de biologie, Argir Proko, en est persuadé. Un tel projet entraînera la fin de l'équilibre fragile du fleuve et de la nature. Il faut préserver l'environnement, veiller à la santé des gens, à l'air que nous respirons, pour éviter les sources de virus et de maladies graves. Le plastique aussi est cancérogène. La pollution de notre milieu est l'une des pires choses que l'homme ait engendrées, en particulier celle des cours d'eau. Si on la compare avec les autres rivières albanaises, la Vjosa est l'une des moins polluées. Les paysages idylliques
sont un peu partout perturbés par des déchets, visibles même ici, en amont du fleuve Vjosa. Les décharges illégales sont légion dans le pays. De Vjosa, nous nous rendons dans la ville de pierre, Gjirokastër. Depuis 2005, Gjirokastër est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Certaines maisons ressemblent à de petites forteresses. Depuis des siècles, elles se pressent autour du château dans la vieille ville. Necip Skendouli a grandi dans une des plus belles demeures de la ville, qui date d'il y a 300 ans. La famille d'Enver Hoxha vivait autrefois non loin de là. Après avoir pris le pouvoir en 1944, le dictateur a décidé que la maison de Necip appartenait désormais à l'État. Necip a dû attendre les années 90 pour récupérer son bien. L'entretien de cette maison nécessite beaucoup d'efforts. Ce qui m'attriste, c'est que je n'aurai pas les moyens financiers pour conserver longtemps cette maison en état. En 2005, l'UNESCO a donné 2 millions d'euros à la ville pour la préservation des plus belles demeures. Et bien que celle de Necip en fasse incontestablement partie, il n'a jamais rien touché. L'argent a été détourné. La confiscation de notre maison par le système communiste a été une douleur pour toute ma famille. Même si j'ai toujours pensé qu'un jour, cette demeure nous reviendrait. Mais la restitution de la maison ne suffit pas. Ma famille a beaucoup souffert. Et le préjudice moral n'a pas été réparé. La maison compte de nombreux éléments de marqueterie au plafond et sur les murs. 34 pièces qui abritent des trésors. Necip a fait de sa maison un petit musée. L'entrée coûte 1,50 €, visite guidée comprise. Mais parviendra-t-il à réunir les 20 000 € dont il a besoin pour refaire ne serait-ce que le toit? Necip compte léguer la gestion de la maison à sa fille, qui a récemment perdu son emploi. Elle ne faisait pas du mauvais travail, mais le nouveau gouvernement local a décidé de se séparer de tous les enseignants qui ne sont pas de sa famille politique. La corruption gangrène depuis longtemps l'Albanie, et pourtant, Edlira reste optimiste. J'ai eu la chance de pouvoir hériter de ce bien. Tout le monde n'a pas cette possibilité. Cette maison ne représente pas seulement l'histoire de mes ancêtres, c'est une partie des traditions et des modes de vie de toutes les familles de Gjirokastër. Des couloirs secrets relient entre eux les différents étages de la maison. Durant la période communiste, Necip a vécu dans cette unique pièce, avec sa sœur et ses parents, pendant 20 ans. J'étais petit et je ne comprenais pas tout. Je ne connaissais pas la vie. Mais mes souvenirs dans cette chambre sont ceux d'une petite prison. Le régime avait accusé le père de Necip d'être un agent de l'étranger et l'avait fait incarcérer. Pour moi, la sérénité a disparu à jamais. Lors de la modification du système, nous avons d'abord ressenti une joie indescriptible. Puis au fil des années, une déception sans nom. On y croyait.
Bien sûr, les années perdues ne se rattraperont pas. Aujourd'hui, la situation est redevenue la même, mais sous une autre forme. C'est la raison pour laquelle il n'y a toujours pas de démocratie en Albanie. C'est malheureux à dire, mais la réalité est amère. Nous, les persécutés de l'Ancien Régime, nous n'avons pas été réhabilités moralement. Que puis-je dire de plus ? De Gjirokastër, nous poursuivons vers Butrint, au bord de la mer Ionienne. Notre route passe par un endroit plein de mystères, Siri i Kalter, l'œil bleu. Une source souterraine d'au moins 50 mètres de profondeur au milieu d'une forêt enchantée. Des plongeurs du monde entier ont tenté de descendre jusqu'à l'endroit où surgit la source. Personne n'y est jamais parvenu. Avec ses 6 mètres cubes d'eau débités à la seconde, l'œil bleu est considéré comme la source la plus importante du pays. En Albanie, les paysages se succèdent et ne se ressemblent pas. À 30 km de là, c'est un paysage de montagnes arides. 30 km dans l'autre direction, la mer Méditerranée. Et entre les deux, l'œil bleu et sa forêt luxuriante digne de celle d'Amérique du Sud. À l'époque de la dictature, l'accès au site était réservé aux seules élites du Parti communiste. À 20 km vers l'ouest, nous rejoignons la lagune de Butrint. Lade Uzi est mytiliculteur depuis plus de 30 ans. Au bord de la Méditerranée, les conditions d'élevage des moules sont idéales. Dans les eaux saumâtres de la lagune, eau salée et eau douce se succèdent toutes les 6 heures. Et les bactéries qui ailleurs posent d'importants problèmes aux mytiliculteurs ne résistent pas à ces changements. Les moules sont placés dans des filets étroits, longs d'une centaine de mètres. Les moules sont très fécondes. Une seule peut engendrer de 1 à 2 milliers de larves. Quand elles ont passé 2 à 3 ans dans l'eau, Lade peut enfin les cueillir. Lade travaille au sein d'une coopérative qui regroupe 16 mytiliculteurs. Chacun est son propre patron. Chaque jour, il passe 2 à 3 heures sur l'eau. Les 4-5 dernières années, avant la chute du communisme, nous exportions des moules vers l'Italie. Elles étaient de bonne qualité. Et aujourd'hui, elles sont encore meilleures. En tant que pays non membre de l'Union européenne, nous ne répondons peut-être pas à certaines normes, comme la sécurité alimentaire, mais nous mettons en œuvre tous les moyens technologiques possibles pour percer sur les marchés européens. De retour à terre, les moules fraîchement récoltés sont préparés et entreposés en chambre froide.
Le bâtiment qui appartient à la coopérative surprend par sa modernité. On est bien loin du délabrement qui caractérise le post-communisme en Albanie. L'équipement, acheté en Italie, fait la fierté de l'A2. Aujourd'hui, l'A2 a récolté 41 kilos de moules. Après être passé dans la machine, il reste 20 kilos pour la vente. Sur le marché, l'A2 va en obtenir 2000 lek, soit une quinzaine d'euros. Nous voulons que le marché à l'exportation s'ouvre pour nous aussi. Ici, on pourrait employer 500 à 600 personnes. Alors qu'aujourd'hui, pour exploiter le potentiel que nous offre le lac de Butrint, nous ne sommes qu'un petit nombre, avec des moyens réduits. Si jamais le marché d'exportation se libéralise, le développement de l'exploitation sera notre priorité. La lagune de Butrint est située directement au bord de la Méditerranée. Elle abrite le site archéologique le plus important du pays. Il y a 2500 ans, la cité de Butrint était connue au-delà des frontières pour ses thermes et comme haut lieu culturel. Des pèlerins venaient de loin pour rejoindre les lieux de sacrifice, les temples et bien sûr les bains. Le poète romain Virgile a même décrit Butrint comme étant une petite Troie. Durant des siècles, les différents maîtres de la cité y ont marqué leur passage et laissé des vestiges architecturaux. Au début du XIXe siècle, le souverain ottoman Ali Pacha y fait encore construire une forteresse. De Butrint, nous remontons vers le nord en traversant un massif montagneux. Dukat, au centre de l'Albanie, culmine à 800 mètres au-dessus de la mer. Ici, le chant fait partie de la vie des habitants, comme une forme ancestrale de communication. Fatosh Tahiri travaille comme sage-femme dans un petit hôpital de jour. Le soir venu, il dirige le chœur polyphonique de la ville. Tout comme Fatosh, les autres chanteurs travaillent la journée. Le chœur a donné des concerts dans tout le pays et même au-delà, en Israël et aux Pays-Bas. Ce chant présente des similitudes avec le gospel. Un des choristes interpelle le groupe et les autres répondent à plusieurs voix. Les chansons racontent des histoires qui, dans cette partie isolée du pays, ne se transmettent qu'ainsi, oralement, de génération en génération. Autrefois, en tant que bénévole, j'initiais les enfants à la chanson traditionnelle de la région de la Berry. C'était la génération des années 90, avant le changement du système. Depuis, les programmes scolaires ont changé. Mon rêve était que les jeunes puissent apprendre le plus de choses possible sur leur patrimoine culturel.
que ce soit sur le folklore, la polyphonie, les chansons et aussi les coutumes et les traditions. Ce qu'on a de meilleur, bien sûr. En passant le col de Logara, nous repartons vers la mer Ionienne. L'Albanie est un pays d'une grande beauté. Le New York Times a récemment publié une liste des 50 endroits du monde qu'il faut avoir vus au moins une fois au cours de sa vie. En 4e position et devant tous les autres sites en Europe, se trouve la côte méditerranéenne albanaise. Mais en Albanie, la situation économique est si mauvaise qu'un jeune sur 2 est décidé à quitter le pays. La solution pourrait venir du tourisme. Avec ses eaux transparentes et ses plages quasi désertes, l'Albanie a sans conteste des arguments en sa faveur. Le pays abrite aussi quelques-uns des meilleurs spots de plongée de Méditerranée. Un monde aquatique que personne ne connaît aussi bien qu'Igli Pustina. Ce n'est pas comme en mer Rouge, en Polynésie ou bien en Italie. C'est très particulier ici. La nature est encore vierge et pas du tout exploitée. Elle est restée intacte pendant des centaines d'années. C'est ce qui fait sa singularité. En plus, sous l'eau, vous pouvez trouver des navires romains, ou bien des épaves de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Chaque plongée est une nouvelle aventure. Autour de la péninsule de Karaburun, on recense plus d'une dizaine d'épaves, la plupart datant de la Première Guerre mondiale. Parmi elles, le HMS Phoenix, le seul navire de guerre anglais que la flotte des Habsbourg a réussi à couler. Pour la première fois de leur histoire, les Albanais sont indépendants et libres. Sur Terre, Igli se demande parfois s'ils parviendront à faire quelque chose de leur avenir. Mais ici, dans les eaux transparentes de la mer Ionienne, ils ne doutent plus de rien. Nous continuons vers le nord, en direction du parc national de Karavasta. L'Albanie compte pas moins de 14 parcs naturels, ce qui est assez exceptionnel pour un pays de cette taille. Mais trop souvent, ces zones n'existent que sur le papier et rien n'est fait concrètement pour protéger la nature. Ici, dans la plus grande lagune du pays, la situation est différente. Le parc national de Karavasta abrite une des 2 plus grandes colonies de pélicans frisés d'Albanie. Ailleurs en Europe, ces grands oiseaux ont disparu. Et même en Albanie, leur nombre a diminué pendant des années. Mais aujourd'hui, les populations sont stables. Dorian Nazi est ornithologue. Au printemps dernier, il a recensé près de 50 couples nicheurs à Karavasta.
Pendant la période communiste, nous avions 250 couples de pélicans. Avec l'avènement de la démocratie, leur nombre a été réduit de façon significative. Une bonne partie de la population des environs ne connaissait pas leur valeur. Nous sommes arrivés à un point critique en 1997, lors des troubles politiques qui ont eu une répercussion à l'échelle nationale. Depuis et jusqu'à aujourd'hui, nous avons assisté à une augmentation de leur population, du nombre de couples reproductifs, mais aussi de la colonie en général. Le pélican frisé est un des plus grands de son espèce. Près de 5% de sa population mondiale vit aujourd'hui à nouveau à Karavasta. Autrefois, les pêcheurs locaux ne se préoccupaient guère des pélicans. Depuis quelques années, des bouées les tiennent à distance. Dorian Nazi et ses collaborateurs sont aussi parvenus à réduire fortement les écoulements d'eau usée dans la Méditerranée. Une victoire tout aussi importante que le sauvetage du pélican. Tirana se trouve à 1 heure de route. Tirana n'est pas seulement la capitale du pays, elle est aussi l'épicentre de la confrérie des Bektashi, une communauté islamique libérale et ouverte sur le monde. Dédé Baba Mondi en est le leader spirituel. Dédé Baba signifie d'ailleurs grand-père. Quand le pape François a dû choisir le pays de son premier voyage officiel, il a opté pour l'Albanie, un pays majoritairement musulman. Mais contrairement à ce qui se passe ailleurs, les différentes communautés religieuses vivent ici en paix. Les mariages entre musulmans et chrétiens n'y sont pas rares. À l'époque, le pape François a bien sûr rencontré le Dédé Baba. Tolérants et non dogmatiques, les Bektashi acceptent même que le prophète soit représenté. Ils sont la preuve vivante que musulmans et chrétiens peuvent cohabiter pacifiquement. Mais comment se définit le bektashisme? Et quelles sont les croyances des Bektashi? Le bektashisme est un ordre soufi, un cheminement mystique de la religion. Le bektashisme est libéral dans le meilleur sens du mot. Il respecte toutes les personnes, indépendamment de leur religion, leur provenance, leurs idées politiques, leur couleur ou leur race. Nous respectons les deux sexes. L'homme et la femme sont égaux. Ils prient ensemble depuis plus de 800 ans. Les femmes ne sont pas voilées parce que la femme est couverte par son enveloppe corporelle et pas par un voile. L'être humain a son caractère et n'a pas besoin d'être couvert. Si quelqu'un a l'intention de commettre un acte mauvais, il le fera, qu'il soit couvert ou pas. On doit être libre devant Dieu et devant la loi. L'homme libre saura séparer le bien du mal. Sous le communisme, l'Albanie était le seul pays au monde officiellement athée. Toutes les religions, sans distinction, étaient interdites. Après 1990, de nombreuses églises et mosquées ont été reconstruites. Le centre mondial de la confrérie des Bektashi se trouve à la périphérie de Tirana. Le Dédé Baba accorde des audiences privées. De son vrai nom, Edmond Brahimaj, il a été officier de l'armée albanaise dans une autre vie. Après la chute du communisme, il a découvert la religion. Et depuis 4 ans,
Il est le leader spirituel des Bektashi du monde entier. Tous les croyants peuvent venir lui demander conseil. Les avis divergent sur le nombre exact de Bektashi en Albanie. Officiellement, il serait 60 000. Mais Dédé Baba Mondi est persuadé que ce chiffre est largement sous-estimé. Le Dédé Baba vient se recueillir devant la statue de Hadji Bektash, qui a fondé la confrérie il y a 700 ans. À la fin de la journée, il rejoint une annexe du temple pour un rituel sacré qu'il est le seul autorisé à pratiquer. Il vient saluer les 4 chefs spirituels qui l'ont précédé. Durant des décennies, les Bektashi ont été persécutés et même assassinés à cause de leur foi. Je suis optimiste pour les Bektashi. Ils sont connus pour leur amour de la liberté et cohabitent avec toutes les religions. C'est une spécificité de l'Albanie, presque un miracle. Ici, les gens se marient facilement entre différentes religions. C'est un exemple pour nous, mais aussi pour le monde entier où cela ne se passe pas souvent comme ça. Nous avons toujours été contre le terrorisme, contre la mise à mort. Le prophète dit « Si tu as tué un homme, tu as tué tous les hommes ». Donc nous allons continuer sur le chemin de la paix, de l'amour et de la bonté. Ce n'est peut-être pas un hasard si les Bektashi sont ici chez eux, en Albanie. Le grand poète anglais Lord Byron l'a parfaitement formulé. Si ailleurs les hommes se définissent comme chrétiens ou musulmans, les Albanais, eux, se définissent simplement comme Albanais. Et ce n'est pas le Dédé Baba qui dira le contraire.